Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir les éléments essentiels et les étapes à suivre pour le dimensionnement d'un réservoir métallique. En commençant par le dimensionnement du fond du réservoir. Pour le stockage d'hydrocarbures, un fond composé de tôles plates en acier repose sur une fondation préparée à cet effet. Les tôles en acier sont directement reposées sur une couche de forme composée de sable bitumineux, elle-même reposant habituellement sur un remblai compacté ou bien, dans le cas d'un sol mou, sur un radis en béton armé. Le fond du réservoir est composé d'un certain nombre de tôles rectangulaires, comme vous voyez ici, entourées par un lot de tôles embouties afin de donner une surface circulaire. Les tôles qui se chevauchent légèrement entre elles. Il sera préférable de réaliser des joints de soudure à recouvrement ou à cordon d'angle, comme vous voyez ici. Pour les gros réservoirs, on parle ici des réservoirs de plus de 12 mètres, 12,5 mètres de diamètre selon la norme BS 2654. Un anneau de tôle est prévu, comme dans la figure ici. Un anneau de tôle est prévu autour du lot de tôle rectangulaire. Le cordon de soudure entre chaque tôle de l'anneau est de type bout. Voilà. On passe maintenant au dimensionnement de la coque. Les cylindres verticaux des réservoirs reprennent la pression hydrostatique par de simples tensions circonférentielles sans qu'aucun raidisseur ne soit nécessaire. Pour des raisons pratiques, il est nécessaire de constituer la coque à partir d'un lot de petites pièces de tôle rectangulaires de même dimension, soudées bout à bout. Voilà. L'anneau de tôle le plus bas est entièrement soudé sur le périmètre du fond du réservoir, créant ainsi un encastrement de l'arête basse de cet anneau. À une profondeur d'eau h, la contrainte est donnée par la formule suivante: sigma h égale h fois ρ fois g fois d sur 2t, avec d est le diamètre du réservoir, le ρ est la densité du fluide, t est l'épaisseur de la coque et g est l'accélération de la pesanteur. Lorsque la charge due à la pression interne est prise en compte et lorsque l'on introduit les effets de la corrosion, l'équation qui en résulte selon la norme BS 2654 est sous la forme suivante: T égale D sur 20S le tout fois 98W fois H-03 plus P plus C. Avec T est l'épaisseur minimale calculée, le W est la densité maximale du fluide en kg par litre, faites attention aux unités. H est la hauteur maximale fixée du fluide au-dessus du fond. Le S est la contrainte admissible du calcul en mégapascal. Le P est la pression de calcul, seulement celle du réservoir, en millibars. C est la prise en compte de la corrosion et l'unité de C est en millimètres. La contrainte élastique admissible, c'est-à-dire la contrainte comparée avec la contrainte maximale de traction dans la coque, est généralement prise égale à 2/3 de la limite élastique. Dans la coque cylindrique, la coque cylindrique doit supporter son propre poids et le poids
de la toiture qui amène des contraintes axiales. La valeur critique de la contrainte pour un cylindre parfait peut être obtenue à partir des valeurs théoriques classiques et pour l'acier est donnée par la formule suivante. Sigma R égale 0,605 E fois T sur R, avec E est le module de Young, le T est l'épaisseur de la coque et le R est le rayon du réservoir. Dans le cas des conditions sismiques, de plus grosses contraintes sont engendrées à cause du fort moment fléchissant lorsque le réservoir est plein. Dans ce cas, la contrainte axiale doit être calculée et la contrainte axiale due au moment fléchissant M est donnée par l'expression suivante, sigma A égale 4M sur pi fois T fois D au carré. Dans la norme BS 2654, la contrainte axiale sous charge sismique est limitée par cette formule 0,20 E fois T sur R, laquelle est considérée comme une valeur raisonnable lorsque le cylindre est également soumis à la pression hydrostatique interne. On passe maintenant à un autre élément qui est la poutre au vent principal. Au sommet d'un réservoir, par exemple ici, un raidisseur circonférentiel est nécessaire pour maintenir la section ronde du réservoir lorsqu'il est soumis aux efforts du vent. Ce renfort est particulièrement utile lorsque le réservoir est vide. Les poutres au vent principales sont habituellement constituées en soudant autour. Les poutres au vent principales sont habituellement constituées en soudant tout autour du sommet du réservoir une cornière ou un profilé en U. Voilà. Notons qu'une soudure d'angle doit toujours être utilisée sur l'arête supérieure de l'assemblage pour éviter la corrosion. Les poutres au vent principal sont généralement externes au réservoir. À leur mise en place, on a habituellement recours à des gouttières placées sur le pourtour intérieur au sommet du réservoir, dans laquelle l'eau venant du toit s'écoule puis passe dans des tuyaux de descente. Par ailleurs, bien que la poutre au vent principal située au niveau du toit stabilise le réservoir à son sommet, des flottements locaux peuvent se produire dans les réservoirs vides, quelque part entre le sommet et la base. Pour éviter ce phénomène, des poutres au vent secondaires sont introduites à différents niveaux de la hauteur du réservoir. Le renforcement du réservoir s'achèvera en soudant une cornière sur la surface de la coque d'une manière identique à celle des poutres au vent principal. La détermination du nombre et de la position de ces poutres au vent secondaire est traitée dans la norme 26 BS British Standard 2654 selon cette formule H égale 10T la racine carrée de T sur D à la puissance 3 au cube, avec le H et l'espacement entre raidisseurs, c'est-à-dire entre les poutres au vent secondaire, le T est l'épaisseur minimale du réservoir et le D est le diamètre du réservoir. Donc je m'arrête ici et je vous remercie pour votre attention.